Thank you for your attention. Thanks to Pugwash and Adil. Yeah, I know. It's a joke. According to the language of our last teacher, festival, I will say that you probably heard many times people saying that water is life. But at the same time, water kills. And it's this paradox that I will try to share with you about 3 key points. Je reprends le français maintenant, mais je pense que vous avez compris aussi. Donc le eau, environnement, conflit, et je voudrais vous apporter, essayer de partager avec vous quelques éléments autour de 3 points. Donc on a vu qu'on dit souvent l'eau c'est la vie, mais l'eau tue aussi, donc premier point. Ensuite, l'eau peut-il être source de conflit? Et enfin, qu'en est-il de la question de l'eau dans les pays en guerre? Alors je prends le compartiment dans l'ensemble des problématiques environnementales, parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, pour vous apporter quelques éléments d'information en lien avec vos préoccupations autour des conflits, etc. Donc l'eau tue, donc on dit souvent l'eau c'est la vie, l'eau tue. Alors là il y a quelques chiffres que je vais vous asséner, je m'en excuse. Aujourd'hui, pour plus de 6,5 milliards d'habitants sur la planète, on considère généralement que près de 3 milliards de personnes ne disposent pas d'accès à une eau salubre et pas davantage de services d'assainissement, d'épuration des eaux usées, ce qui est encore plus grave. Et cette situation a des effets absolument tout à fait dramatiques. Pardon. Merci. Cette situation a des effets tout à fait dramatiques parce qu'elle est à l'origine de la mort de plusieurs millions de personnes chaque année. Alors là, les chiffres varient selon les références qu'on utilise, mais il y a toutes les grandes agences, par exemple des Nations Unies, qui travaillent depuis des années sur ces questions. Et les chiffres de 6 millions, 7 millions, voire 10 millions de personnes sont fréquemment utilisés. Il y a un point qui est très clair, c'est le manque d'accès à une eau salubre et de services d'assainissement est la première cause de mortalité infantile dans le monde. Chaque année, l'absence d'eau salubre et de services d'assainissement cohérents tue davantage que tous les conflits en présence aujourd'hui à la surface du globe. Donc c'est pour vous donner un peu une dimension de la chose. Alors à la base, on a une inégalité géographique ou géophysique. Je vais très vite, mais en fait, je dois symboliser très vite l'eau douce disponible et mobilisable à la surface de la planète. Imaginez une orange, on y plante une épingle et c'est la petite tête de l'épingle plantée dans l'orange qui va représenter les volumes d'eau douce mobilisables sur toute la surface de la Terre. Bon, ça n'a pas changé depuis l'origine de la Terre, mais tout de suite il y a une disparité géographique terrible parce qu'il y a seulement moins d'une dizaine de pays qui concentrent 70% de ces masses d'eau disponibles. Alors ce sont la Russie, les États-Unis, le Canada, plusieurs pays d'Amérique du Sud. Et, à contrario, toute l'Asie du Sud-Est, qui représente aujourd'hui 70% à 80% de la population mondiale, ne dispose que de 30% des volumes d'eau disponibles et mobilisables. Donc on a, à la base, une véritable inégalité physique, géographique, à laquelle on ne peut pas grand-chose, finalement. Donc, très vite aussi, on a tous à l'esprit, depuis que la question de l'eau s'est inscrite à l'agenda des préoccupations internationales depuis une vingtaine d'années, des images qui, de manière un peu anthropomorphique d'ailleurs, nous conditionnent un peu, et la vision qu'on a de la crise de l'eau, c'est tout de suite, en France particulièrement, des villages africains où on a des jeunes femmes, des femmes qui ne peuvent pas accéder à l'eau. Et ça, on a vraiment ça imprimé dans la tête depuis un moment. Or, c'est peut-être pas bon, c'est très grave, il faut apporter absolument des réponses. Mais aujourd'hui, avec les perspectives d'évolution démographique qui sont les nôtres, avec un phénomène comme celui du développement des mégapoles ou des mégalopoles, je vais y revenir, ce n'est peut-être pas finalement le souci primordial, les petits villages africains, parce qu'il y a une tendance un peu néocoloniale de la France à lire la question de l'eau à travers nos anciennes colonies, et notamment en Afrique. On pourra y revenir. S'interroger ce qu'on appelle mégapoles ou mégalopoles, il en existait deux grandes conurbations urbaines au début des années 80, c'était Tokyo, New York et leur région, qui comptaient près de 10 millions d'habitants. Ça croît à une vitesse absolument phénoménale. Aujourd'hui, 60% des habitants de la planète vivent dans ces mégalopoles. Et donc, ce qui nous attend à l'avenir, c'est de savoir comment, généralement dans des conurbations urbaines où les autorités publiques qui en ont la charge ont perdu toute maîtrise d'un développement urbain totalement anarchique, c'est tout autre chose que d'apporter un puits et d'apporter de l'eau dans un petit village africain et d'affronter les problématiques de l'eau ou de l'assainissement à l'échelle d'une ville comme Lagos, au Nigeria, comme des villes aux Philippines, comme l'Amérique du Sud, etc. C'est une toute autre nature, une toute autre dimension.
Par ailleurs, et pour finir avec l'introduction, tous les savoirs enregistrés, toutes les connaissances aujourd'hui capitalisées dans le domaine de l'eau, sur fond d'une situation tout à fait dramatique, doivent aussi désormais s'apprécier au regard de l'impact prévisible du réchauffement climatique sur le fonctionnement du cycle hydrologique. Et là, il y a un consensus au sein de la communauté internationale pour s'accorder sur le fait que ces effets du changement climatique vont se traduire par des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de sécheresse d'un côté, de l'autre côté, inondations, tsunamis, etc. Donc ça va bouleverser totalement le cycle hydrologique tel qu'on le connaît et donc avoir un impact très très fort sur les infrastructures qui sont déjà en place. Donc évolution démographique, impact du changement climatique, et face à tout ça, est-ce que la communauté internationale a pris la mesure des enjeux? Oui, parce que depuis une vingtaine d'années, à partir notamment du sommet du millénaire à New York, où il y a des engagements qui ont été consacrés, il y avait 191 pays membres de l'ONU qui ont contracté des engagements, et notamment celui d'apporter à l'horizon 2015, nous y sommes, alors la formulation était tout à fait étrange, de l'eau et de l'assainissement à la moitié de la population qui n'en dispose pas déjà. Pourquoi la moitié? Pourquoi pas tout? Bon, c'est déjà un peu étonnant. Sauf que quand on considère dans le même temps l'évolution des mobilisations financières de la communauté internationale à travers toutes les agences spécialisées, on se rend compte qu'on est face à une décrue extrêmement sensible. Alors dans la période récente, la crise n'a fait qu'accentuer le phénomène, et en fait, en dépit, alors là, on peut les compter, souvenez-vous, Johannesburg, la Maison Brune, nous regardons ailleurs, M. Chirac, etc. Bon, il y a eu des dizaines de sommets, des G8, des G7, des G6, des G20, enfin tout ce que vous voulez, on a toujours, pendant une dizaine d'années, placé l'eau à l'agenda des grandes manifestations internationales. Il y a même des caucus spécialisés, mais qui sont un peu orientés, disons, par des menées un peu commerciales, qui se tiennent tous les 3 ou 4 ans et qui, à chaque fois aussi, s'efforcent d'attirer l'attention sur la question de l'eau. Mais force est de constater que dans le même temps, les engagements financiers de la communauté internationale ne suivent pas, et donc la situation déjà extrêmement dramatique ne va probablement pas s'arranger. Alors, ça a donc des effets absolument considérables, parce que on considère, par exemple, avec toute la réserve qu'il faut apporter par rapport aux chiffres qui circulent autour de ces questions, pour vous donner un exemple très concret, dans tout le courant des années 2000, le nombre de décès dus à la diarrhée qui affecte des enfants était 6 fois supérieur au nombre annuel de morts dans les conflits armés dans les années 90, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ces carences provoquent aussi des pertes de jours de scolarité absolument colossaux à raison des maladies véhiculées par l'eau. Si vous êtes atteint par une maladie diarrhéique, vous ne pouvez pas aller à l'école. Vous ne pouvez pas à l'école, vous n'aurez pas un enseignement, etc., etc. Donc ces problèmes de santé entravent la productivité, la croissance économique, ce qui renforce les inégalités profondes qui caractérisent les schémas actuels de la mondialisation, et donc enferme les ménages les plus vulnérables dans le cycle infernal de la pauvreté, quoi. Donc l'état de la santé humaine est lié de manière inextricable à un ensemble de conditions propres aux ressources en eau, sa potabilité, l'adéquation des systèmes d'assainissement, le recul des maladies liées à l'eau et la salubrité des écosystèmes d'eau douce. Donc ça, c'est la présentation générale. On a vu que ce sont les enfants qui sont vraiment les premières victimes, puisqu'aujourd'hui, on estime que chaque jour, il y a près de 5000 enfants qui naissent d'une maladie d'origine hydrique. Donc c'est au total, par an, un nombre de décès d'enfants qui est équivalent aux populations de Londres ou de New York, pour vous donner une image, quoi. Donc c'est quand même très 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 grave. Et par rapport à ça, ne pas raisonner non plus avec une approche technique occidentale, pays industrialisés, il ne s'agit pas d'apporter des solutions techniques, c'est-à-dire de mettre l'eau au robinet et des millions de pauvres qui vivent avec $1 par jour, on voit bien que ça ne sera pas possible. Et là, un dernier chiffre pour en finir avec ce chapitre. Nous avons la chance de vivre dans un pays tout à fait privilégié par rapport à ça. On ne mesure même pas de cette chance. Le patrimoine qui nous permet aujourd'hui d'avoir de l'eau au robinet et de bénéficier de ce luxe invraisemblable, ça représente aujourd'hui, en kilomètres de conduite, 1 300 000 km de conduite simplement pour l'eau potable. C'est un système qui a été mis en place sur près d'un siècle, d'abord largement subsidié par l'impôt. Ce n'est que récemment que la facture d'eau de l'usager est venue apporter une réponse économique au nécessaire équilibre du système. Et ceci pour dire que ce patrimoine construit pour la France seule, en un siècle, 1 million 200 000 ou 300 000 réseaux d'eau qui nous apportent l'eau au robinet. Les économistes estiment que si on devait le renouveler entre ce qu'ils appellent, en prenant en compte le taux de renouvellement à neuf, ça coûterait pour la France seule 100 milliards d'euros. Je vous donne juste cette réflexion. La France, pays industrialisé, etc., évolution industrielle, etc., a mis un siècle à se doter de ces infrastructures. 100 milliards d'euros.
Or, les engagements de la communauté internationale jusqu'à aujourd'hui ne dépassaient pas un espoir d'allocation annuelle pour l'ensemble de la Terre de 50 milliards d'euros, qui n'est bien sûr pas atteint. On est à 10, 15, 20 milliards d'euros péniblement chaque année. Donc c'est vous dire ce que valent à cette aune-là les engagements de la communauté internationale, réitérés en permanence, si vous prenez simplement en compte les mobilisations financières colossales qu'il faudrait déployer pour apporter des réponses adéquates aux gens qui n'ont pas d'eau d'assainissement aujourd'hui. Donc ça c'était le cadre général. Alors après, plus proche de vos préoccupations, je surveille ma montre, tu me dis quand... On entend très souvent aussi que l'eau est source de conflits, peut déclencher des guerres, etc. etc. Donc l'humanité va-t-elle connaître des guerres de l'eau? Alors tout de suite là, en plan sémantique, un petit point quand même très important, quand j'entends guerre, j'entends deux États, en principe, dotés d'une personnalité juridique, qui vont s'affronter, entrer en guerre, des chars, etc. Bon. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que ce sont des conflits plus diffus? C'est un peu l'essentiel du problème. Donc, la population de la planète a doublé depuis le début du XIXe siècle, les quantités d'eau prélevées ont été multipliées par 6, essentiellement pour les besoins agricoles qui absorbent près des 2 tiers de la consommation mondiale, et donc aujourd'hui, une nouvelle inquiétude, etc. Bon, premier point, c'est fréquemment autour de ce qu'on appelle des bassins transfrontaliers, c'est-à-dire entre deux pays, vous avez un fleuve, et donc il y a un bassin transfrontalier, que peuvent naître des conflits, parce que chacun des pays va vouloir mobiliser à son profit les ressources en eau mobilisables. Donc, plus de 45% des terres émergées de la planète sont couvertes par des bassins partagés par plus d'un pays. Il y a 145 pays, donc le plus de 75% de l'ensemble des nations qui ont des bassins partagés sur leur territoire. Alors que la plupart des bassins sont partagés par 2 pays, il y a certaines régions où il y a beaucoup plus de pays qui se partagent. Alors c'est par exemple l'exemple en Afrique du Congo, du Niger, du Nil, en Europe du Rhin, du Zambèze également, qui sont partagés par une dizaine de pays. Alors, en Europe aussi, le fleuve qui s'écoule dans le plus grand nombre de pays, c'est le Danube, qui traverse plus de 18 pays. Donc, est-ce qu'on s'achemine inévitablement vers des catastrophes? Alors là, je vous donne une référence à peu près incontournable, c'est celle de l'Université d'État de l'Oregon aux États-Unis, où un chercheur qui s'appelle Aaron Wolf, qui est géographe, a créé une base de données dans laquelle il a répertorié tous les conflits liés à l'eau depuis l'origine, à tout ce qu'il a pu retrouver, et en fait, à ses yeux, la véritable guerre de l'eau, ça va sans doute vous surprendre, remonte en fait à 4500 ans et a opposé 2 cités mésopotamiennes à propos du Tigre et de l'Euphrate. Alors c'est très intéressant de voir ça dans le long temps historique parce qu'on va voir aussi qu'aujourd'hui dans cette région il y a des problèmes. Donc, au vu de ces travaux, c'est une base de référence quand même qui fait un peu consensus, l'idée c'est que l'eau peut être parmi les mobiles sous-jacents d'un conflit, mais très rarement le mobile princeps qui va déclencher le véritable affrontement, quoi. En revanche, l'arme de l'eau peut être utilisée dans un conflit. Alors, pendant la première guerre du Golfe en 91, les troupes de Saddam Hussein s'étaient, entre autres, fixées comme objectif, outre la maîtrise des ressources pétrolières, la destruction des usines de dessalement d'eau de mer du Koweït. Donc, c'est montré que c'est bien identifié désormais comme un véritable objectif stratégique. Et quand l'aviation occidentale à l'époque bombarda les installations d'adduction d'eau de Bagdad, ça faisait partie aussi d'objectifs tout à fait stratégiques. Alors, l'évocation du conflit israélo-palestinien, alors sujet ô combien sensible, vous l'avez déjà évoqué, il y a toujours la question de l'eau qui revient au cœur du conflit israélo-palestinien. Donc Israël se voit reprocher, à juste titre, quand on regarde objectivement la situation, de s'accaparer des ressources et d'en priver de ce fait les territoires, les colonies. Et les Palestiniens, alors que ce soit de la zone de Gaza, les aquifères de Jordanie, le Jourdain, le Litanie, la frontière libanaise. Bon, objectivement c'est vrai. Mais on ne peut pas dire en même temps que c'est simplement l'eau qui est à l'origine du conflit israélo-palestinien. Ça serait réducteur. Évidemment que la construction du mur, le développement des colonies épousent quand même très étroitement la cartographie hydrique de ces territoires qui sont âprement disputés. Alors, il est clair aussi qu'aussi longtemps qu'un futur éventuel État palestinien, qu'on appelle de nos voeux, ne pourra pas disposer de la maîtrise de ses ressources hydriques, il n'y aura pas de développement agricole et compte tenu aujourd'hui des spécificités de la population palestinienne, s'il n'y a pas de développement agricole, il n'y aura pas d'État palestinien viable. Donc quand même mesurer que c'est un indice extrêmement important. En revanche, alors,
il est vrai qu'il y a aussi une compagnie d'État qui s'appelle Mekorot et qui en fait a une position d'emprise absolument invraisemblable. C'est elle qui édicte les règlements. Enfin, il y a eu d'autres réglementations dans la réglementation israélienne, mais c'est Mekorot qui est un peu le bras armé et qui en fait intervient et fait sa loi dans les allocations d'eau. Je vous donne de l'eau, je vous en donne pas, etc. Vous avez le droit d'en acheter à tel tarif. Bon, donc on est dans une situation quand même très critiquable au point de vue de tous les critères éthiques et même les critères normatifs en droit international qu'on peut trouver. En même temps, dans cette situation-là, même au moment les plus critiques du conflit, l'idée de vous dire c'est quand même l'enjeu de l'eau est tellement important pour les deux parties en présence qu'il n'y a pas vraiment de destruction totale en la matière, quoi. Il y a souvent quand même des négociations, alors pas forcément immédiatement visibles, mais l'enjeu est tellement fort pour les deux parties en présence qu'on ne va pas jusqu'à l'affrontement final. Alors maintenant, il est objectif de dire aussi que l'effondrement général des infrastructures qu'on observe dans les territoires palestiniens depuis plusieurs années a aggravé la situation, qui devient de plus en plus critique au plan sanitaire. Et l'eau est bien évidemment un des éléments majeurs de ça. Récemment à Gaza, comme ça a été rappelé, mais ça a été le cas à chaque fois, Gaza, il y a une seule centrale électrique. Et pour mobiliser de l'eau, produire de l'eau potable, l'acheminer dans des conditions qui ne sont pas du tout les nôtres, qui ne sont pas d'un confort équivalent, il faut une énergie considérable. Si à chaque fois la centrale électrique de Gaza est mise hors d'usage, ça veut dire qu'on ne peut plus distribuer de l'eau potable. Et là se mettent en place toutes les solutions alternatives, soit racheter de l'eau à un prix exorbitant à Israël qui profite de l'occasion, soit des trafics d'eau, des camions, enfin, etc. Donc ce n'est pas une situation vivable, et pas vivable dans le long terme. Autre petit objectif aussi, toujours dans la même région, la Turquie. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que depuis une trentaine d'années, la Turquie a des ambitions extrêmes dans la maîtrise de ses ressources en eau et a élaboré quelque chose qui s'appelle le Great Anatoly Project, qui revient à construire une chaîne de barrages absolument colossaux. Alors je trouve ça extrêmement intéressant parce que, on parlait du titre de l'Euphrate tout à l'heure, le premier conflit il y a 4500 ans, moi j'étais très surpris il y a quelques années que dans le débat franco-français sur l'adhésion ou non de la Turquie dans l'espace européen, cette dimension-là du problème a été totalement occultée. Or, quand vous regardez la position de force de la Turquie par rapport au Tigre et à l'Euphrate, et son grand projet, la construction de barrages, est bien évidemment directement lié à ça. Si la Turquie va au bout de ce projet, au début la Banque mondiale finançait, elle s'est retirée, c'est devenu un projet pan-turc, si j'ose dire, à la grande époque ottomane. Si la Turquie va au bout de ce projet, elle maîtrisera quasiment l'approvisionnement en eau de, peut-être pas tout le Proche et le Moyen-Orient, mais quand même de manière colossale. Ce qui veut dire que si la Turquie entrait dans l'Europe, par ce biais-là, l'Europe pourrait maîtriser toute une partie de l'approvisionnement en eau, et c'est un levier politique, d'intervention, de régulation extrêmement important. Et de mémoire, je n'ai pas entendu une seule fois dans le débat politique franco-français cette dimension de conséquences de l'intégration éventuelle de la Turquie dans l'espace européen qui a été évoquée par qui que ce soit. Bon, pour dire que toute l'eau est toujours une problématique subtile, souterraine, parfois, c'est le cas de dire, et qui ne parvient pas immédiatement dans le débat public, quoi. Ce qui est parfois un peu critiquable. Alors, on a aujourd'hui aussi des zones de tension, notamment autour du Nil. Alors le Nil, c'est très particulier parce que le bassin du Nil, il y a un instrument de coopération qui a été mis en place il y a maintenant dans les années d'après-guerre, qui réunit à peu près tous les pays concernés, mais là ça devient très tendu puisque l'Égypte bénéficiait de droits historiques acquis sous le protectorat britannique, l'occupation britannique, pardon, et en fait, excipant de ces droits historiques, l'Égypte s'est attribuée de force par rapport à tous les pays amont près de 80% des eaux du Nil. Mais ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, qui avait déjà été remis en cause au début des années 90, notamment par l'Éthiopie, et qui est à nouveau fortement remis en cause aujourd'hui par l'Éthiopie, qui se lance dans la construction de barrages qui vont mécaniquement restreindre la mobilisation possible de l'eau dont bénéficie l'Égypte aujourd'hui. Donc là, on a un facteur de tension extrêmement important, et l'instrument de régulation qui s'était mis en place n'arrive pas à régler ce type de différend. Donc, la gestion interétatique de l'eau se caractérise par des équilibres instables de ce type. Alors, qui peuvent achoper sur l'épuisement de la ressource, donc ça c'est quand les pays qui l'exploitent ne parviennent pas à en promouvoir une utilisation raisonnée, avec toutes les contraintes qu'on a évoquées tout à l'heure et qui vont s'aggraver dans les années qui viennent. Et donc on a comme ça un certain nombre de points de tension qui apparaissent. Alors,
On considère généralement, si vous regardez la map monde, vous partez du Maroc, vous vous projetez jusqu'à l'Asie centrale, et on a là une forme de triangle dans lequel on pourrait appliquer l'appellation de stress hydrique qui a été élaborée par les agences de l'ONU, qui définit la situation dans laquelle une personne ne dispose que de moins de 7000 mètres cubes de litres d'eau par an. Et donc c'est un croissant, enfin pas un croissant, un triangle, alors du coup pas du tout par rapport au croissant fertile, pas du tout fertile, dans lequel il y a 800 à 900 millions de personnes, comme ça, qui sont très fortement menacées à horizon des 20 à 30 prochaines années par des tensions croissantes de la ressource, une situation de stress hydrique, et on s'interroge sur le fait de savoir si ces 800 ou 900 millions de personnes, si la situation continue à se dégrader, eh bien, ils pourraient devenir demain, ce qu'on appelle depuis un certain temps, des réfugiés environnementaux. Et là, alors là, toutes les barrières qu'on construit, la Schengen, etc., et Frontex, ça ne tiendra pas. Si vous avez 800 millions, 900 millions de personnes qui sont menacées, des pays entiers qui sont menacés dans leur activité économique, rien ne résistera, on peut faire des barrières, ça ne tiendra pas. Donc, il y a quand même des enjeux en termes géopolitiques extrêmement importants. Autre exemple aussi dans le sous-continent asiatique. Là, je vais vous citer un peu une image qui a été élaborée par Lester Brown, le célèbre défenseur de l'environnement états-unien, mais il y en a aussi des très bons. Il a analysé la situation en Chine. Et ceci pour vous dire que quand on parle de conflit autour des ressources en eau, il ne faut pas l'apprécier seulement au niveau de tensions interétatiques, il faut aussi l'apprécier en termes de ce qu'on appelle conflit d'usage autour de la ressource, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de chacun des territoires désignés, nommés, scrutés, qu'on voit apparaître, mais en France c'est le cas dans tous les pays européens, c'est le cas partout en fait. Il y a des tensions entre les différents usages, c'est-à-dire que, en termes d'allocation d'eau, vous avez des ressources disponibles, de surface souterraine, en plus ou moins bon état. Si vous avez une fonction dirigeante, votre travail, c'est d'organiser un système où il va y avoir une allocation d'eau optimale pour chacune de ces ressources. Mais on rentre très souvent en tension entre les besoins pour l'énergie, les besoins pour l'agriculture, les besoins pour l'industrie, les besoins pour l'eau potable. Et ça. On a toujours une vision un peu anthropocentrique, mais c'est assez logique parce que l'eau c'est la vie, si on n'a pas d'eau on meurt, etc. Donc on voit toujours l'eau à travers le seul petit compartiment de l'eau potable. Mais ce n'est pas l'essentiel. La vérité de la gestion de l'eau, c'est d'organiser de manière optimale les allocations afin que l'économie fonctionne. Et là, mesurez bien qu'on sous-estime toujours les besoins d'eau absolument phénoménaux, par exemple, de tout le secteur de l'industrie. Dans énormément de process industriels, on mobilise des quantités d'eau absolument phénoménales. Et par exemple, dans l'électronique, faire une puce de silicium, ce sont des millions de litres d'eau très pure qu'il faut traiter, etc. Bon. Donc, la notion de conflit autour de l'eau, c'est autant à l'intérieur des frontières d'un pays ou d'un sous-continent, enfin, etc., les conflits entre les différents usages de cette ressource et les allocations qui en sont faites. Donc pour la Chine, Lester Brown a calculé, donc la Chine, on a 1,2 milliard de personnes, encore beaucoup de Chinois qui vivent en zone rurale, l'agriculture demeure extrêmement importante, la culture du riz, bon, à quoi sont confrontées les autorités chinoises ? Comment se débrouille-t-elle pour organiser une allocation optimale, alors que la Chine, vous le savez, est devenue l'atelier du monde. Étant devenue l'atelier du monde, l'industrie chinoise dévore des quantités d'eau phénoménales et rejette une pollution considérable dans l'environnement. Ce qui va d'ailleurs entraver pas seulement l'économie, mais même l'équilibre politique de la Chine, probablement à horizon de plusieurs dizaines d'années. Et bien Lester Brown a calculé que, je prends le même litre d'eau en Chine, le même litre d'eau utilisé dans l'agriculture est utilisé pour un usage industriel. Le bénéfice induit rapporté au PIB chinois sera 70 fois plus important si j'utilise ce litre d'eau dans un process industriel que si je l'utilise dans un process pour l'agriculture. Donc les autorités chinoises doivent arbitrer. Comment je me débrouille pour continuer à allouer suffisamment d'eau pour faire pousser du riz et nourrir ma population, et comment je me débrouille en même temps, s'il y a des tensions, s'il n'y a pas assez d'eau disponible, pour continuer à faire tourner l'atelier du monde. Bon, ça c'est la réalité crue, objective, concrète de ce qu'est la gestion de l'eau aujourd'hui. Donc, si des tensions se font jour sur les 5 continents, j'aurais pu parler d'Amérique du Sud, l'extractivisme, les mines, enfin, etc., la relance de construction des barrages pour l'hydroélectricité aussi, avec tous les conflits, déplacements de population, bon, on a tout ça dans le paysage. Mais ne sous-estimez pas le fait que les tensions se produisent aussi sur les 5 continents sous forme de conflits d'usage à l'intérieur d'un même pays, avec la difficulté donc d'arbitrer. Et donc, hormis l'irruption de catastrophes toujours possibles, surtout sur fond de dérèglement climatique, les guerres de l'eau à venir seront
me semble-t-il, bien davantage liée à l'imposition de modèles de développement qui provoquent des dommages environnementaux irréversibles, qui sont susceptibles d'entraîner des déplacements de population massifs, parce que si on fait un peu attention à la situation en Chine, ils vivent en un état de catastrophe écologique permanente. Il y a des empoisonnements, il y a des pollutions qui provoquent des morts immédiates. Il y a un certain nombre de militants chinois de l'environnement qui sont des dissidents, mais qui font un travail absolument remarquable, admirable, qui sont poursuivis, etc. Et donc, on est dans un registre où ce qui est malheureusement le plus probable, c'est des tensions croissantes autour de la captation des ressources, par le biais aussi d'accords commerciaux comme veulent l'imposer les États-Unis et le Canada. Et donc c'est peut-être là justement qu'il y a un enjeu économique en devenir dans les pays du Sud, essentiellement les pays tropicaux, avec la gestion des bassins et des organismes fluviaux qui devraient idéalement promouvoir des dynamiques nouvelles basées sur la coopération, le respect mutuel, et non pas avec un postulat d'accès à l'eau égal pour tous, dans une gestion commune qui est rendue obligatoire par l'augmentation de l'usager potentiel, et non pas simplement laissée au libre fort du marché. Donc ça, c'était sur la partie y aura-t-il des conflits autour de l'eau, etc. Je cavale. Encore 5 minutes pour le dernier aspect, mais c'est un aspect qui est très très peu présenté généralement, c'est qu'en est-il de la question de l'eau dans les pays en guerre eux-mêmes. Bon, vous savez aujourd'hui qu'il y a malheureusement de plus en plus à la surface du globe de très très nombreux pays qui vivent en état de guerre permanente, parfois depuis des dizaines d'années, où les conflits se réactivent, s'interrompent, etc. Mais on a donc des pays qui sont objectivement en situation de guerre. Bon. Or, les conflits armés ont des conséquences terribles pour l'environnement et pour les populations, conséquences qui vont s'ajouter aux morts violentes directes dans le moment de climax du conflit, quoi. La destruction des sites industriels et militaires, par bombardement, par combat, tout ce que vous voulez, qui, au-delà des effets sanitaires immédiats et à moyen terme, détruit à long terme des ressources vitales. Par exemple, en libérant dans l'environnement des métaux lourds, des substances dangereuses, dans l'air, le sol, y compris les réserves d'eau douce. Le passage des engins militaires détruit lui aussi les sols et une végétation d'écosystèmes fragiles. Vous savez, nous ici, pays heureux, béni des dieux, tout ce qu'on veut, on fait des trames vertes, des trames bleues, etc. Donc mesurer un petit peu quand on voit le surcroît de précautions dont on s'entoure et la prise de conscience de la fragilité de nos écosystèmes et de l'impératif de conserver la biodiversité, regarder en parallèle l'impact de cette destruction systématique provoquée par des situations de guerre, par des engins militaires, donc destruction des infrastructures, destruction des systèmes d'irrigation, diminution de la production agricole, et là aussi, flux de réfugiés au sein même d'un pays ou d'un pays voisin. Donc ça, c'est l'impact direct sur les ressources en eau dans un pays en guerre. Et malheureusement, donc on le voit, on pourrait les citer, il y en a innombrables aujourd'hui. Et quand ils s'éternisent, comme dans les territoires palestiniens, que j'évoquais tout à l'heure, aux impacts directs et indirects des activités militaires, s'ajoute une dégradation environnementale générale qui est provoquée par l'effondrement des structures administratives. Et ça, c'est très important parce que en matière de apporter des réponses à la crise de l'eau, etc., c'est pas seulement une réponse technique ou une réponse financière. Pour organiser de manière optimale la gestion de l'eau, l'allocation des ressources, il faut aussi élaborer des lois, des réglementations, des modèles de gouvernance, créer des structures spécifiques, comme on a fait en France par ailleurs, même si c'est tout à fait critiquable. Et donc l'effondrement des structures administratives joue aussi un rôle, parce que même si c'est le cas en Palestine, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des spécialistes de l'assainissement qui étaient ici il y a quelques années en France, etc., qui étaient dans une situation dramatique, mais c'est très très important cette dimension de veiller aussi à ce qu'on ait des structures porteuses au plan administratif de toutes ces problématiques. Bon. Et donc ces dégradations, dans le long terme, finissent par être plus meurtrières que les conflits armés qui en sont responsables, si on prend en compte tous les compartiments de l'environnement. Elles sont plus durables parce que l'arrêt des hostilités ne signifie pas un retour immédiat à la paix dans un environnement assaini. Alors après, on a aussi, par exemple, les armements qui sont inutilisés, et alors là, petit focus, parce que la région du Moyen-Orient a été particulièrement affectée par ces problèmes. Après la première guerre du Golfe, et là je vous cite un rapport, c'était le deuxième rapport mondial sur la mise en œuvre des ressources en eau, qui avait estimé que les guerres et les persécutions auraient entraîné environ 17 millions de réfugiés et de personnes déplacées, essentiellement pour des questions environnementales et pour les questions de l'eau. Après la première guerre du Golfe, 30% des réserves d'eau du Koweït ont été inutilisables pendant 10 ans. On observe aujourd'hui
chez les populations civiles kurdes qui ont été bombardées il y a longtemps, en 87-88, par des agents chimiques et biologiques, des cancers rares, des malformations, des fausses couches. Les enfants irakiens qui ont été victimes à 3 reprises de conflits qui ont affecté la région depuis maintenant plus de 30 ans. La guerre de 8 ans avec l'Iran dans les années 80, la guerre du Golfe à nouveau, la guerre aujourd'hui, destruction de zones humides qui étaient une perle du patrimoine mondial de l'humanité. C'est très connu, il y a un auteur très célèbre qui a écrit là-dessus, et ça c'est une perte mais irréversible, alors qui non seulement a entraîné des migrations de population, mais qui a donc affecté notre patrimoine commun, le patrimoine mondial, parce que des zones humides comme celles qui étaient dans le sud de l'Irak, ça ne se trouve nulle part ailleurs. Il y a des livres, la situation des marais, etc., bon, ça a été documenté, et souvenez-vous, au Koweït, au moment de cette première guerre du Golfe, il y avait près de 700 puits de pétrole qui avaient été incendiés en 91. La chute des températures, ensuite, et l'empoisonnement des réseaux d'eau potable qui a été causé par ces gigantesques incendies, à eux seuls ont provoqué 100 000 morts. Donc, si vous voulez, c'est cette notion de destruction des infrastructures qui se surajoute à l'effet immédiat. Donc, aujourd'hui, là, tous les bombardements, là en Irak, etc., mesurer qu'il y aura aussi tous ces effets sous-jacents. Et il y a encore un mois, quand le Daesh, le prétendu État islamique, s'est rapproché très très près du Kurdistan, vous avez certainement en mémoire qu'il y a eu une très très forte mobilisation autour du principal barrage qui constitue un véritable verrou, un enjeu stratégique majeur pour l'État libre du Kurdistan. Donc, juste, et j'en terminerai, oui, l'UNICEF avait conduit en 2003 une évaluation à Bagdad qui montrait que la malnutrition avait presque doublé parce qu'elle était avant la guerre. 7 enfants sur 10 souffraient de diarrhée dans des registres divers, ce qui mène à une perte de nutriments et qui peut conduire à la mort s'il n'y a pas tout de suite un traitement approprié qui est appliqué. Le système sanitaire et de distribution d'eau avait été totalement détruit. Et là, c'est vraiment, bon, Bagdad, l'Irak, mais c'est la même chose en Palestine, et c'est un scandale absolu. Ça fait quand même je ne sais combien d'épisodes dans lesquels on détruit, enfin Israël détruit systématiquement toutes les infrastructures, et après on fait un appel à la communauté internationale, venez Veolia, venez l'AFD, venez, etc., reconstruisez-nous nos infrastructures. On marche littéralement sur la tête, quoi. Donc, dans tous ces éléments-là, je voulais conclure. Je conclue. Il y a un tout autre élément, pardon. Ok. Donc, conclusion, la communauté internationale, au-delà de ce qui a été fait, ce que vous avez partagé, évoqué, etc., doit aussi désormais, par rapport à ces enjeux-là, s'attacher impérativement à renforcer les moyens juridiques et les mécanismes actuels de protection de l'environnement en temps de guerre. Ça paraît comme ça formel et tout, mais c'est très très important sur le fond, y compris par la création qui est demandée par certains acteurs d'une juridiction pénale internationale spécifique. Il devrait y avoir une cour pénale internationale qui réprimerait les crimes de l'environnement. Simplement comme signal apporté aux belligérants et aux acteurs pour qu'ils sachent qu'à l'avenir, non seulement ils pourraient être poursuivis pour crimes contre l'humanité, mais ils pourront aussi être poursuivis pour crimes contre l'environnement. Parce que si l'environnement est notre bien commun, eh bien, il faut aussi que nous dotions, que la communauté internationale se dote d'instruments juridiques d'intervention nouveaux qui feraient prendre en compte cette dimension-là en termes de prévention des conflits. Je vous remercie de votre attention.